Bien bonjour, merci beaucoup. Merci Françoise de m'avoir invité à parler du sujet qui me tient à cœur, qui sont les binaires X. Donc j'ai 1 heure, si j'ai bien compris. Je vais essayer de tenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces binaires, comme vous pouvez imaginer. Voilà, donc je vais parler des binaires X et je vais aussi replacer un peu le contexte de ces objets, c'est-à-dire comment ils se sont formés, comment ils évoluent et jusqu'à la fin, puisque aujourd'hui on a la chance d'avoir des instruments qui nous permettent d'avoir une vision globale de l'évolution de ces objets. Donc voilà, comme 1 heure c'est court pour les binaires, mais si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui vient de sortir sur les binaires accrétantes, qui ne fait que 250 pages et qui reprend toutes les caractéristiques des binaires. Et je dis qu'il ne fait que 250 pages parce qu'il vient aussi de sortir un livre concurrent d'un collègue que j'estime beaucoup, qui s'appelle Thomas Stories, et qui a sorti un livre sur les binaires qui fait 1000 pages. Donc je vous conseille plutôt celui-là, qui est un peu plus court. Les deux sont en anglais de toute façon, donc voilà, il faut se mettre à l'anglais. Donc moi je vais d'abord vous parler du contexte de formation de ces binaires. Pourquoi on parle de binaires? C'est parce qu'il y a évidemment des étoiles qui vont soit se former en binaire, soit à un moment donné de leur vie se rencontrer. Et en fait, on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 75% des étoiles massives qui, à un moment donné de leur vie, sont dans un système binaire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des systèmes rares, c'est au sein des étoiles massives, c'est plutôt commun. Par contre, évidemment, les étoiles massives sont beaucoup plus rares que les étoiles de masse moyenne. Donc, je ne vais pas vous détailler beaucoup tous ces aspects de naissance parce que j'ai bien compris que vous l'avez déjà fait avec les cours précédents. Je vous montre juste quand même quelques images. Ça, c'est une image combinée entre l'image infrarouge avec Spitzer et X avec Chandra, où on voit un amas d'étoiles très proche qui est révélé par ces deux longueurs d'onde. Une fois que les objets se forment, donc on va avoir parfois là c'est beaucoup d'étoiles, plusieurs centaines d'étoiles qui vont se former. Là il y a entre 10 et 50 masses solaires qui sont groupées dans une année-lumière. C'est vraiment un zoom. Et vous voyez ici ce qui va former en fait les piliers que vous avez sûrement déjà dû voir dans les cours précédents. Ça, ce sont ces piliers. Je fais voilà ce qui est ici. Là, je fais un zoom là-dessus. C'est la nébuleuse de l'Aigle. Et en fait, ici, vous avez des étoiles qui sont en train de se former, plus ou moins proches les unes des autres. Alors, ça devient intéressant. Pour moi, ça c'est déjà intéressant. Et pour moi, cette histoire devient intéressante quand on commence à voir l'accrétion de matière qui se forme sur l'étoile naissante. En fait, cette accrétion, elle se forme ici. C'est-à-dire, là, vous voyez de nouveau un pilier qui est en fin de vie, puisque l'étoile, là, est en train d'apparaître. En fait, la masse de l'étoile est en train d'augmenter en son cœur. Il y a des phénomènes déjà d'accrétion qui se produisent et aussi d'éjection. Et j'insiste dessus pour vous montrer, en fait, que cette physique qu'on trouve dans les étoiles en formation, on va la trouver aussi, évidemment, dans les systèmes binaires, puisque là, on a déjà des phénomènes d'accrétion et d'éjection de matière. Alors, il y a plein d'images qui vous montrent ça, donc je vous en montre quelques-unes, mais je ne vais pas m'attarder longtemps sur tout ça. Mais là, vous voyez par exemple un disque d'accrétion autour d'une étoile en formation. Donc évidemment, vous ne voyez pas la partie centrale qui est très noire, parce qu'en fait, c'est du matériau, du gaz qui va cacher, ou de la poussière qui va cacher ce qu'il y a derrière. Vous voyez le disque d'accrétion ici, et vous voyez les jets qui sont ici. C'est ce qu'on appelle des objets Herbig-Garraud. Donc dans ces objets avec des étoiles en formation, vous retrouvez ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire vous avez un objet central qui ici est une étoile, une proto-étoile. Vous avez un disque d'accrétion, c'est-à-dire que là vous avez de la matière tout autour avec de l'accrétion de matière qui va se produire sur l'objet central. Et cette matière s'approche de l'objet central et en même temps vous avez une éjection qui permet d'évacuer du moment cinétique. Et voilà, ça vous fait déjà les processus d'accrétion-éjection qu'on va retrouver dans les binaires X. Donc pour faire très court, je pense que ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu, vous avez la formation des nuages sombres ici, avec l'image que je vous ai montrée tout à l'heure en infrarouge et en X. Ensuite, vous avez l'effondrement gravitationnel avec ce qu'on appelle les piliers de la création. Ensuite, vous avez cette proto-étoile avec les phénomènes d'accrétion-éjection qui deviennent visibles. L'étoile Thétaurie avec ici le disque d'accrétion qui est maintenant visible. Et puis ensuite, vous avez de superbes images ALMA qui vous montrent l'étoile qui s'est formée avec la matière qui va former des planètes tout autour, et là, un système un peu plus avancé. Voilà, donc une fois que vous avez ces étoiles-là, vous savez, puisque vous avez eu plein de cours là-dessus, vous connaissez le diagramme
HR, un diagramme Hertzsprung-Russell, vous avez la luminosité ici en fonction de la classe spectrale qui correspond à la température. Vous avez la séquence principale, le Soleil est ici. Donc la séquence principale, on consomme l'hydrogène en hélium. Ensuite, il va aller sur la phase des géantes dans à peu près 5 milliards d'années, où là, on va consommer l'hélium pour donner du carbone. Françoise a reparlé de tout ça, donc je ne vais pas le détailler. Vous avez les naines blanches qui sont ici. Ça, on va reparler un petit peu tout à l'heure. Et quand on va vers des luminosités plus grandes, vous avez des objets qui sont assez extrêmes, des masses assez extrêmes d'étoiles. Donc il y en a peu, puisque les étoiles massives sont plus rares, mais il y en a quand même. Et c'est, en fait, toutes ces étoiles-là vont nous intéresser, puisque ce sont toutes ces étoiles qui vont de ces masses-là jusqu'à ces masses-là, qui vont pouvoir se retrouver dans des systèmes binaires. Quand je vous montre un système, un diagramme HR, Hertzsprung-Russell, donc luminosité, couleur, température, c'est pareil, on vous montre toujours des diagrammes HR d'étoiles isolées, d'étoiles toutes seules. C'est-à-dire d'étoiles qui ne va pas perdre de masse autre que par son vent, on va reparler, mais en tout cas une étoile qui n'est pas perturbée, on va dire, par la présence d'une étoile à côté. En fait, évidemment, les diagrammes HR d'étoiles isolées sont presque des objets théoriques, puisque la plupart des étoiles vivantes en couple, en fait, elles vont perdre de la matière ou gagner de la matière, et donc elles vont suivre des chemins qui sont souvent plus compliqués que ceux qu'on voit dans un diagramme HR. Alors ça, c'est un diagramme HR tel que je pense que vous en avez déjà vu beaucoup. Je vais vous en montrer un, je pense que vous avez peut-être moins vu, c'est un diagramme d'HR où on va représenter avec un codage couleur. Donc là, vous avez toujours la luminosité et la température, mais on représente, donc là, vous avez la séquence principale, on représente avec un codage couleur le vent provenant des étoiles. Et en effet, on va voir que les étoiles perdent beaucoup de vent, et plus une étoile a dans sa composition a des matériaux plus lourds que l'hélium, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle est métallique, plus elle est métallique, plus son vent va être fort, et plus elle va perdre de matière sous forme de vent au cours de sa vie. Donc le vent stellaire, c'est tout simplement les photons qui proviennent de l'étoile qui vont fournir de l'énergie aux atomes de l'étoile et ça va faire partir les atomes. Et plus les atomes sont massifs, plus ce phénomène est efficace et donc plus ça va faire partir des atomes lourds de l'étoile. Et donc plus l'étoile va perdre de la matière. Et donc vous voyez sur ce que je viens de vous montrer ici que les étoiles massives sont celles qui ont un vent le plus fort. Voilà, puisque le codage couleur, c'est... vous voyez, les étoiles rouges ici perdent 10-4 masses solaires par an. C'est-à-dire qu'en 10 000 ans, elles perdent la masse du Soleil. Voilà, donc le Soleil, je ne reviens pas dessus, vous le connaissez. Le Soleil aussi a un vent, puisqu'il a évidemment des atomes lourds. Donc il a aussi un vent qu'on ressent, puisque c'est ce qui produit en particulier les aurores sur la Terre, donc on le ressent. Mais il y a des étoiles qui ont des vents plus importants, comme ce que je vous ai montré sur le diagramme précédent. Je peux vous en montrer deux exemples. Il y a celle-là. Ça, c'est un système, vous voyez ici, c'est 200 unités astronomiques, c'est-à-dire 200 fois la distance Terre-Soleil, c'est pour vous donner l'échelle. Et ça, c'est des images de ce vent qui provient de cette étoile. Donc c'est un vent très fort. Et je vous en montrer une autre qui est état de la carène. Là, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est une vraie image. C'est en fait, on pense que c'est un système binaire de deux étoiles qui font à peu près une centaine de masses solaires. Et vous voyez ici donc la binaire qui est là et le vent qui est très fort. Ici, l'équateur est là, les pôles sont là, et donc il y a un vent extrême qui part de cette étoile. Donc vous voyez que les étoiles massives sont plus sujettes à l'émission de vents forts. Donc là, pour l'instant, on n'a parlé que des étoiles en objets, on va dire, isolés, mais ces étoiles-là, je vous l'ai dit, surtout la plupart des étoiles massives vivent en couple. Alors, est-ce qu'on a des images de cette rencontre où on aurait deux objets? Eh bien, oui. Ce ne sont pas seulement des objets théoriques, puisqu'on les voit à certains stades de leur évolution, mais on les voit aussi lors de leur formation. Et en particulier, ici, je vous montre une image. Donc ça, c'est une vue d'artiste. D'abord, qui vous montre, vous avez deux étoiles avec un axe de rotation qui est comme ça et un axe de rotation comme ça, c'est-à-dire que l'axe de rotation n'est pas aligné. Et ça, c'est la vraie image ALMA et Herschel, où vous voyez donc la même chose, les deux étoiles qui sont là, mais avec des axes de rotation qui ne sont pas les mêmes. Et les axes de rotation, on peut les obtenir avec les données ALMA. Donc des étoiles proches, on les voit aujourd'hui lorsqu'elles sont à leur stade de formation.
Et ces étoiles-là, comme elles sont assez proches, vous voyez, c'est 30 fois la distance Soleil-Neptune, probablement qu'elles vont rester ensemble, c'est-à-dire liées gravitationnellement toute leur vie. On a d'autres exemples, par exemple ici, Pégasi, c'est une étoile géante qui a un vent fort, et en fait, on sait qu'elle est en binaire, puisque on voit une spirale qui correspond au vent qu'elle éjecte, mais c'est un vent stellaire qu'elle éjecte, sauf que le vent stellaire qu'elle éjecte, vous voyez, quand on regarde à différentes vitesses, en fait, on se rend compte que ce n'est pas un vent symétrique, c'est un vent sous forme de spirale. C'est-à-dire que le mouvement de l'étoile qui éjecte le vent est perturbé par le mouvement d'une autre étoile qui se trouve à côté. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple d'étoiles doubles à leur formation. Et ici, je vous montre un ménage à trois, c'est un système triple, où vous avez deux étoiles. Donc ça, c'est pas stable dans toutes les configurations. C'est stable quand vous avez deux étoiles qui sont assez proches l'une de l'autre. Et puis, il y en a une troisième là, qui orbite autour de ces deux-là. Donc ça, c'est l'image. Ça aussi, c'est l'image avec ALMA. Et ça, c'est une vue d'artiste qui n'est pas très jolie, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous avez donc les deux étoiles qui orbitent, les deux objets, les deux étoiles du centre qui orbitent l'une autour de l'autre, et la troisième qui orbite autour du centre de masse commun des deux premières. C'est le cas aussi de l'étoile Proxima Centauri b, qui orbite autour de Alpha Centauri et puis d'une troisième. Donc voilà, donc en fait les étoiles se forment en couple, et ensuite elles vont perdre la matière autour et elles vont orbiter l'une autour de l'autre, ou en système triple, ou même on peut imaginer des systèmes multiples. Ensuite, deux étoiles peuvent aussi donc s'être formées comme ça, et puis être perturbées par une troisième étoile qui arrive. Alors ça, c'est le cas, par exemple, ici, vous voyez, il y a deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre, il y en a une troisième qui passe près de ce système-là, voire au milieu des deux étoiles, et ça va avoir un effet gravitationnel, c'est que ça va rapprocher ces deux étoiles. Donc ça explique pourquoi on voit pas mal de systèmes qui sont en interaction, ce dont on va parler tout à l'heure. C'est parce que au cours de leur vie, il peut y avoir une rencontre qui va faire qu'elles se rapprochent. Alors quand je vous dis tout ça, ça doit vous paraître assez théorique parce que vous vous dites, le Soleil il est tout seul, il n'y a pas d'étoile qui va se rapprocher, donc de quoi nous parle-t-il? Alors en effet, ça ne se fait pas dans tous les milieux, ça se fait dans les milieux qui sont assez propices aux rencontres stellaires, par exemple dans les amas globulaires, ou dans ce qu'on appelle les amas nucléaires ou d'étoiles, où on a beaucoup d'étoiles qui vont orbiter proches les unes des autres. Et là, par exemple, vous avez dans l'amas globulaire M13 d'Hercule, vous avez 100 000 étoiles dans un volume de 100 années-lumière. Donc dans ce volume-là, vous allez avoir plein de rencontres qui vont se produire. Alors une fois que vous avez une binaire, voilà, là c'est une représentation d'une binaire, eh bien, cette binaire-là, elle va évoluer, on va voir comment. Et puis, à un moment donné, elle va fusionner. J'ai cru comprendre qu'on vous a déjà parlé de fusion de trous noirs, ou fusionner en binaire d'étoiles à neutrons. Et c'est ce qui émet les ondes gravitationnelles qu'on détecte aujourd'hui et qui nous permettent d'obtenir beaucoup de paramètres sur ces binaires-là. Mais en fait, ça, c'est vraiment la partie, ce qu'on a détecté pour l'instant, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, puisque toutes les binaires qu'on voit aujourd'hui pourraient produire des ondes gravitationnelles. En fait, elles ne vont pas toutes fusionner. Elles ne vont pas toutes fusionner pour différentes raisons. Et l'une des raisons, c'est que la plupart des binaires, c'est deux étoiles qui sont trop loin pour pouvoir se rapprocher et fusionner dans un temps inférieur à la vie de l'univers, donc ce qu'on appelle le temps de Hubble. Donc toutes les binaires ne vont pas fusionner, et on va voir que certaines binaires sont plus à même de fusionner que d'autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire de ces objets? Alors, j'ai fait une petite animation qui vous montre un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous avez une première étoile massive, une deuxième étoile qui va être un petit peu moins massive. Donc la première, qui est plus massive, va évoluer en premier, c'est-à-dire qu'elle va grossir comme ce que vous avez vu dans l'évolution des étoiles et comme vous le montre le diagramme HR. Et donc va se transformer à un moment donné en objet compact, et il va rien se passer jusqu'à ce que la deuxième étoile évolue à son tour, et en fait l'enveloppe de la deuxième étoile va englober l'objet compact qui s'est formé ici. C'est ce qu'on appelle une enveloppe commune. Je vais en reparler tout à l'heure.
Donc là, vous avez l'enveloppe commune, c'est une sorte de cacahuète, hein, vous avez l'enveloppe commune d'une étoile qui englobe le système entier, et ça a un effet, c'est que cet objet compact-là qui orbite autour de cette étoile, eh bien, il va se rapprocher, parce qu'il y a du frottement visqueux dans cette enveloppe, il va se rapprocher ici. Et donc là, après, il y a deux possibilités. Soit l'enveloppe reste et l'objet compact va se rapprocher de façon très dangereuse, et on va le voir tout à l'heure ce qui arrive, soit l'enveloppe est éjectée. Si l'enveloppe est éjectée, elle a eu pour effet de rapprocher les deux étoiles. Et donc c'est principalement ces systèmes-là qui se sont assez rapprochés qui vont pouvoir fusionner dans le temps de Hubble. Et donc ensuite, la deuxième moins massive évolue et se transforme en objet compact. Et ensuite, vous allez avoir le rapprochement, juste cette fois-ci par rayonnement d'ondes gravitationnelles. Et à la fin, ça va fusionner et ça va donner soit une... donc là, ici, vous aviez soit une binaire d'étoiles à neutrons, soit une binaire de trous noirs. Mais à la fin, même si vous avez deux étoiles à neutrons, a priori, ça vous fait un trou noir au final. Voilà, ça c'est toute l'histoire. Et au cours de cette histoire-là, eh bien, il y a des phases où les objets vont s'échanger de la matière. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver les binaires X. Alors, comment forme-t-on une binaire X? Donc là, je vous ai remis la formation de ces deux étoiles ici. Et donc, elles vont, si vous vous souvenez de vos cours de mécanique céleste ou même de géométrie, vous avez cette ellipse. Donc là, vous avez le centre ici, le foyer, et vous avez l'orbite qui est ici. Donc ça, c'est le demi-grand axe, demi-petit axe. Là, c'est la distance entre le centre et le foyer ici. Et ça, c'est une orbite très elliptique. Hein. Mais en fait, c'est ça qu'on va regarder. C'est un petit peu les forces d'attraction entre ces deux objets, hein, celui qui orbite ici puis le foyer ici. On va regarder l'attraction gravitationnelle. Et là, je vous montre ce diagramme-là qui est la géométrie de Roche. Vous avez ici deux objets. Premier objet, deuxième objet. Ici, c'est le centre de masse. Oui, celui-là est plus massif. Et ici, ce qui est dessiné, c'est ce qu'on appelle les équipotentiels de gravité. C'est-à-dire que à chaque endroit ici, vous avez autant de gravité sur chaque équipotentiel. Et donc, vous voyez que c'est une géométrie qui est plus ou moins complexe. Et là-dedans, il y a plusieurs points qui sont importants, mais en fait, il y en a un, qui va nous intéresser, c'est ce point ici, qui est au croisement de cet équipotentiel. Ce point ici, ce qu'on appelle le point de Lagrange L1. Dans ce point de Lagrange L1, vous avez un équilibre, donc autant de gravité qui vous attire vers cet astre-là que vers cet astre-là. Alors il y a le point de Lagrange L2 dont vous avez probablement entendu parler, qui est celui sur lequel on place différents télescopes actuellement, dont le James Webb Space Telescope, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Je ne vais pas trop en parler ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une étoile va évoluer, donc au début, on a deux étoiles, puis il y en a une qui va évoluer, c'est-à-dire qu'elle va devenir géante rouge. Eh bien, elle va grossir. Au début, elle est comme ça, elle va grossir, elle va dépasser ce lobe de roche ici. Et quand elle dépasse ce lobe de roche, eh bien, la matière, qui ne peut pas partir comme ça, parce qu'en fait, quand elle est là, elle est attirée par là. D'accord? Si elle est là, elle est attirée par là. Donc la matière va passer par le point de Lagrange L1 et va aller par là-bas. Et là, elle va tourner, elle ne tombe pas directement parce qu'elle a du moment cinétique, donc elle va tourner autour de l'étoile 2 ici, et elle va s'approcher. Là, il y a du frottement visqueux, c'est parce que la matière est accumulée. C'est comme quand nous frottons une main contre une autre, ça fait chaud. Ben là, c'est exactement pareil, sauf que là, vous frottez à quelques degrés, là, ça frotte jusqu'à plusieurs millions de degrés, et c'est ça qui va émettre des rayons X. Donc là, vous allez former un disque d'accrétion, et peu à peu, ça va s'approcher ici du deuxième objet. Et donc, la vue d'artiste de ça, c'est ça, vous avez l'étoile qui est ici, celle qui a évolué, qui est ici, là, qui remplit son lobe de roche. La matière est transférée via le point de Lagrange L1, et là, va s'accumuler pour former un disque d'accrétion. Et vous voyez qu'il y a un deuxième élément dont on parlera tout à l'heure, qui sont les jets ici. Alors ça, c'est la base, en fait, de l'accrétion de matière dans un système binaire. Alors, toutes les binaires ne sont pas exactement pareilles. Il y a des couples qui sont détachés, c'est-à-dire qu'on n'a aucun transfert de matière entre cette étoile-là et cette étoile-là. Il y a des couples qui sont semi-détachés. Ça, c'est donc exactement ce que je viens de décrire, et ça correspond à cette configuration-là. Vous avez l'étoile qui remplit son lobe de roche et qui va transférer de la matière à l'objet qui est ici, donc qui peut être
une autre étoile, une étoile à neutrons, une étoile, une naine blanche, un trou noir, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les couples en contact. Là, ça correspond à ce dont je vous ai déjà parlé, l'enveloppe commune. Je dis, ça ressemble un peu à une cacahuète. Et bien là, vous avez une étoile qui va transférer, qui va en fait englober, l'atmosphère de l'étoile englobe tout le système. C'est ce qu'on appelle un couple en contact. Donc toute la matière ici provient d'une étoile et elle englobe le tout. Alors, en fait, ces binaires X, ça a été jusqu'en 2015 le seul moyen de pouvoir découvrir des trous noirs stellaires. Après, il y a eu autre chose, donc si j'ai le temps, je parlerai tout à l'heure, mais sinon, le seul moyen, c'était les binaires X. Pourquoi? Parce que les trous noirs, évidemment, qui sont isolés, ils sont invisibles. Je crois que vous avez eu Éric Gourgoulon qui vous en a parlé la semaine dernière. Donc ça, c'est la grosse différence avec une étoile à neutrons ou une naine blanche. Même la naine blanche, l'étoile à neutrons, on la voit même dans le visible. Le trou noir, on ne le voit pas, évidemment. La seule façon de pouvoir détecter un trou noir, si le trou noir il est là, par exemple, eh bien, c'est qu'il va y avoir des rayons X qui sont émis par ce disque d'accrétion à cause de cette accrétion de matière provenant de l'étoile. Et là, je reprends ce que je vous ai dessiné ici, la géométrie de Roche avec ces puits de potentiel ici. Ça dit la même chose, mais c'est en deux dimensions avec l'énergie et les puits de potentiel. Et donc, la détection des premiers couples stellaires date des années 60, au sein de ce qu'on a appelé les binaires X, avec une émission de rayons X due à l'accrétion de matière, et donc propre au phénomène d'accrétion-éjection. Et Riccardo Giacconi a obtenu en 2002 le prix Nobel de physique pour cette découverte du premier objet qui émettait des rayons X. Il s'agissait d'une étoile à neutrons, SCO-X1. Mais voilà, c'était le début de l'étude de ces objets. Le premier trou noir détecté, qui date de 1965, c'est Sinus X1. Donc Sinus X1, c'est ça, c'est un trou noir à côté d'une supergéante bleue. Et donc la matière de la supergéante est attirée autour du trou noir, forme un disque d'accrétion et va peu à peu s'accumuler dans le trou noir. Et il se trouve, je le redis tout à l'heure, mais il se trouve que le Sinus X1, c'est non seulement le premier trou noir détecté dans les années 60, mais c'est aussi le trou noir le plus massif qu'on connaisse dans notre galaxie. Je parle des trous noirs stellaires, évidemment, pas du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, où là, c'est complètement un autre type de trou noir. Donc aujourd'hui, des couples stellaires, des binaires X, on en connaît à peu près 500. Je vais vous le détailler tout à l'heure. Enfin, je ne vais pas vous détailler tous les 500, ne vous inquiétez pas, mais je vais en parler. On connaît ce que j'ai appelé les LMXB et les HMXB. Alors ça, c'est un acronyme qui veut dire Low Mass X-ray Binary et High Mass X-ray Binary, c'est-à-dire les binaires X de faible masse et les binaires X de grande masse. La masse s'applique à l'étoile. C'est-à-dire que si vous avez une étoile de faible masse qui peut être à côté d'une étoile à neutrons, d'un trou noir ou même d'une naine blanche, et vous avez des étoiles de grande masse qui vont se trouver plutôt à côté d'une étoile à neutrons et d'un trou noir, ou d'un trou noir. Et vous voyez ici qu'il y en a qui sont en rouge, qui sont en bleu. Donc je n'ai pas dit qui était qui, mais je vous le dis maintenant. Les rouges, c'est les binaires de faible masse. De toute façon, vous avez une chance sur deux. Et les bleus, c'est les binaires de grande masse. Alors pourquoi ? Parce que dans le bulbe de la galaxie, c'est-à-dire vers les parties centrales de la galaxie, vous avez des étoiles plutôt vieilles. Et qui dit faible masse dit grande longévité. Donc les étoiles de faible masse, plutôt vieilles, vont se retrouver dans des systèmes binaires X de faible masse qui sont donc au centre de la galaxie. Par contre, dans les binaires de grande masse, c'est des étoiles qui sont toujours jeunes parce qu'elles ont une durée de vie qui est courte, et donc elles vont se trouver plutôt près des endroits où il y a beaucoup de formations stellaires qui est encore en cours actuellement dans la galaxie, c'est-à-dire dans les bras spiraux. Et en fait, là, si vous regardez bien, vous avez toutes les directions tangentielles des bras spiraux de notre galaxie. Donc ça, c'est une vue d'artiste qui vous présente les couples de faible masse. Et donc vous voyez, on en a à peu près 340, c'est-à-dire que ça correspond à peu près 340 couples de faible masse, c'est 70% du total. Pardon, c'est pas 70% de l'MXB. Enfin, on a 70% de binaires de faible masse dans le total et 150 de grande masse. Donc vous voyez que le système d'accrétion est différent. Ici, c'est celui que je vous ai décrit. Vous avez une étoile, la matière qui passe par L1 et qui va accréter via un disque d'accrétion sur cet objet compact.
La différence avec les binaires de grande masse, c'est qu'ici, l'étoile, elle a un fort vent, elle ne remplit pas son lobe de roche, et l'étoile à neutrons que vous voyez ici, qui peut être aussi un trou noir, va en fait accréter directement le vent de l'étoile. Donc ici, toute la matière perdue par l'étoile va être accrétée, va tomber dans le disque d'accrétion. Ici, elle va accréter seulement une petite partie de la matière qui correspond à l'endroit où elle est en train d'orbiter. Du coup, ce processus-là est très efficace, celui-là l'est beaucoup moins. Et ça explique pourquoi on détecte les binaires de faible masse on peut les détecter jusqu'aux confins de la galaxie, en fait déjà jusqu'au centre de la galaxie, alors que ces systèmes-là, on va les détecter plutôt proches de nous. Pas trop loin parce que le processus est beaucoup moins efficace. Donc je vous ai dit, il y a ces binaires de faible masse. Donc ça, c'est la vue d'artiste que je vous ai déjà montré. Donc vous avez ici l'étoile. Et vous voyez qu'elle a une forme pas très ronde, parce qu'en fait, elle remplit son lobe de roche. Donc elle remplit complètement l'équipotentiel de gravité que je vous ai montré tout à l'heure, jusqu'au point L1. C'est pour ça qu'elle n'est plus sphérique à cet endroit-là. Elle remplit jusqu'à ce que tout soit rempli, il n'y a plus de vide dans cette géométrie de roche, et la matière de l'étoile passe par ce point de Lagrange L1, c'est ce qu'on appelle le point chaud, et là ça tombe sur le disque d'accrétion, et après ça suit ce disque d'accrétion. Bon, après, donc évidemment, vous voyez les jets. Il y a aussi ce qu'on appelle un chauffage de rayons X qui provient, parce que là, ça émet des rayons X, donc ça chauffe l'étoile. Donc en fait, cette étoile-là, elle n'a pas une surface normale par rapport aux autres étoiles qui peuvent être isolées. Donc ça, c'est le type d'accrétion dans les binaires de faible masse. Et dans les binaires de grande masse, on a plusieurs cas. On a les étoiles BE, donc ça sont des étoiles de la séquence principale, mais qui tournent vite sur elles-mêmes, qui tournent tellement vite que la matière au niveau de l'équateur, en fait, s'arrache un peu de l'étoile et ça forme ce qu'on appelle un disque de décrétion. Et donc ce disque de décrétion qui se trouve autour de l'étoile, vous avez l'objet compact ici qui est souvent une étoile à neutrons, mais on a aussi des trous noirs, qui va tourner autour, et c'est seulement quand elle pénètre ce disque de décrétion qu'elle va accréter de la matière. Tac, 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 comme ça. Et on a même la formation d'un petit disque d'accrétion autour de cet objet compact. Ensuite, on a les étoiles supergéantes. Alors là, on a un type d'accrétion encore différent. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un vent stellaire très fort, très intense, et l'étoile à neutrons qui est ici et qui orbite sur une orbite circulaire et très courte. On a des périodes de quelques jours, qui en fait, c'est vraiment des périodes très courtes, parce que là, on a une étoile, là, dans ce schéma, elle fait 20 masses solaires, et cette étoile-là, alors c'est une étoile à neutrons qui va faire 1,4 masse solaire, ou alors ça peut être aussi un trou noir. Mais du coup, c'est des étoiles qui, avant, étaient beaucoup plus éloignées. Sinon, elles n'auraient pas pu rentrer dans cet espace-là. C'est des étoiles qui sont très grandes. Vous voyez, 20 rayons solaires, et l'autre faisait à peu près la même taille, probablement. Et on a un troisième type, mais on n'en voit pas beaucoup, c'est les systèmes de grande masse qui accrètent de la même manière que les systèmes de faible masse. Et donc là, vous voyez que l'étoile géante remplit son lobe de roche et vous formez un disque d'accrétion. Et en fait, il y a une petite révolution dans notre domaine de ces binaires X. Intégral, c'est un satellite qu'on a lancé en 2002. Et en fait, avant ce lancement de ce satellite, qui est d'ailleurs encore en orbite, on avait à peu près 86% de systèmes BE, donc ces systèmes-là, et à peu près 8% de systèmes supergéantes. Les autres, c'était des systèmes un petit peu étranges, incluant d'ailleurs ceux-là. Eh bien aujourd'hui, la situation a complètement changé. On a à peu près la moitié de systèmes BE et un petit peu moins de la moitié de systèmes supergéants. Donc en fait, ce satellite a permis de montrer qu'il y avait une population de supergéantes qui était beaucoup plus importante que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Alors comme Françoise m'a demandé de parler des binaires X, je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer comment on étudie ces binaires X, pour pas que ce soit juste un cours sur ce qu'on a obtenu, mais aussi un peu sur la méthode de comment on les étudie. En fait, donc là, je vous ai parlé du satellite intégral. Donc, le satellite intégral, c'est ça. C'est donc un satellite qui orbite autour de la Terre avec des panneaux solaires sur une orbite assez excentrique qui permet des observations ininterrompues assez longues. Et le problème, c'est que je ne vais pas faire un cours sur les télescopes qui observent dans les X durs ou les rayons gamma, parce que ça serait long, mais quand on observe dans ces domaines d'énergie-là, on ne peut pas focaliser la lumière. La lumière gamma, on ne la focalise pas.
Donc en fait, on a, d'ailleurs vous voyez un peu ici, on a un masque codé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais du coup, on n'a pas beaucoup de détails sur d'où viennent les photons qu'on est en train d'observer. On a une petite idée, mais c'est une idée qui peut être des fois à plusieurs degrés près. Donc généralement, quand on observe un rayonnement de haute énergie, on ne sait pas exactement d'où il vient. Donc on va le localiser avec d'autres satellites tels que Chandra, XMM, Swift, NuSTAR ou d'autres. Et une fois qu'on a localisé, et Chandra nous donne une localisation à moins que la seconde d'arc, donc c'est une très bonne localisation, là on peut faire des observations. Donc moi j'utilise principalement l'ESO Paranal, donc qui se trouve au nord du Chili. On peut aussi utiliser d'autres satellites, c'est l'ESO Alasia. Et une fois qu'on a donc une localisation précise, on fait cette fois-ci des observations, donc on peut les faire en visible ou en infrarouge. Donc là, par exemple, c'est la localisation. Et vous voyez que donc ça, c'est un cercle qui fait 4 secondes d'arc avec XMM, et même dans ce cercle-là, vous avez 2 objets possibles. Donc après, il faut les observer tous les deux. Ça, c'est une distribution spectrale d'énergie qui vous montre donc l'énergie associée à la fréquence ou à la longueur d'onde, c'est pareil, en optique infrarouge et en rayons X. Donc on regarde si ça colle, si ça peut être la même chose. Évidemment, quand on regarde une source de haute énergie, on ne sait pas ce que c'est au départ. Ça peut être une galaxie, comme ça peut être une binaire dans notre galaxie. On ne sait pas si c'est un AGN, un nœud de galaxie actif, ou une binaire. Donc il faut essayer de trouver, il faut essayer de deviner, puis après on observe. Et la dernière chose, c'est qu'on fait des spectres. Et en fait, c'est quand on fait des spectres qu'on va savoir exactement, donc là c'est le flux en fonction de la longueur d'onde, et là on va savoir exactement avec les raies qu'on détecte quels sont les objets qui se trouvent à l'intérieur. Principalement, ce qu'on voit ici, ce sont les éléments atomiques qui sont dans l'étoile compagnon, c'est-à-dire l'étoile qui est encore, qui vit sa vie, donc pas les éléments qui se trouvent dans l'étoile à neutrons ou dans le trou noir. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va le faire sur plein d'objets, donc c'est un travail qui peut être assez long, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne connaît que, entre guillemets, 500 binaires avec des paramètres assez précis. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu de publicité. On vient de publier un catalogue des binaires de grande masse, qui est un catalogue en ligne, et le dernier datait de 2007, donc il n'était plus très à jour. Donc voilà, on a publié ce catalogue-là. Et si vous voulez vous amuser, on a aussi publié le catalogue de binaires de faible masse qui vient d'être accepté là, il y a 2 jours. Donc vous pouvez regarder sur ce site et vous aurez tous les paramètres. Vous pouvez jouer avec, et en particulier quelque chose qui peut être intéressant, vous pouvez regarder, il y a la période de spin de l'étoile à neutrons. Ça, c'est la rotation de l'étoile à neutrons sur elle-même. Et donc ça, c'est la période de spin en fonction de la période orbitale. Et en bleu, vous avez les systèmes BE. Les systèmes BE, vous vous rappelez, c'est les étoiles en rotation très rapide avec un disque et puis l'étoile à neutrons qui est autour. Eh bien, à chaque fois que l'étoile à neutrons passe dans le disque, ça va la faire tourner plus vite. Et donc, en fait, on a une corrélation entre la période de spin de l'étoile à neutrons et la période orbitale. Ceux qui ont une grande période orbitale, ils tournent moins vite parce qu'ils passent moins souvent dans le disque, alors que ceux qui sont plus proches, ils passent très souvent dans le disque et ça les accélère beaucoup. Donc, en fait, on a des informations comme ça qui sont utiles pour étudier ces sources. Et si vous regardez les objets en vert, ce sont les supergéantes. Pour eux, il n'y a pas de corrélation entre période de spin et période orbitale parce qu'ils orbitent dans le vent en permanence et ce vent, il n'arrive pas toujours dans le même sens, alors que pour les BE, la pénétration du disque de décrétion se fait toujours dans le même sens. Donc on a toujours une accélération dans le même sens. Voilà, donc on a plusieurs paramètres qui peuvent être utiles comme ça. Alors Françoise, tout à l'heure, a parlé des vitesses d'étoiles à neutrons dans la galaxie, et en particulier disait que pour certains objets, on n'a pas de... il y a certains objets, on a une vitesse qui va être en fait maximum pour ces objets-là et qui est liée au fait qu'elles sont dans des binaires. Donc du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu en parler. Ça, c'est la distribution galactique de... Donc là, vous voyez la galaxie. Et vous voyez, les points blancs sont des binaires de grande masse avec une étoile à neutrons. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait un travail, on a pris une quarantaine de ces objets-là, on a mesuré leur distance très précisément avec le satellite Gaia, qui est un satellite d'astrométrie. Et du coup, on a regardé, on a soustrait leur vitesse au mouvement de la galaxie. Du coup, ça nous donne une vitesse propre, qui en fait qui peut être une vitesse péculière, on dit, c'est-à-dire un peu étrange. C'est-à-dire en plus que le mouvement de la galaxie. Et cette vitesse propre, voilà, elle est ici. Là, vous avez la masse avant
la supernova de l'objet compact, et là vous avez la vitesse de l'objet, qui est en fait la vitesse du kick. Alors c'est quoi le kick? Eh bien c'est justement la vitesse qui va être donnée à l'objet compact lors de son effondrement, lors de la supernova. Donc vous avez une étoile massive qui va s'effondrer, ça va former une étoile à neutrons, et cette formation peut être asymétrique. Et à ce moment-là, elle obtient un kick. Et ce kick, eh bien, vous avez deux objets. Vous avez une étoile à neutrons vous avez deux étoiles au départ. Puis il y en a une qui va s'effondrer, et là, elle obtient un kick. Ben, elle va partir. Mais l'autre, là, il n'y a rien qui la retient à part l'attraction gravitationnelle. Donc si le kick n'est pas trop fort, elle va la suivre. Mais si le kick est trop fort, eh bien, elle va partir complètement, et celle-là, elle va rester derrière. C'est-à-dire que la binaire va se casser. D'accord ? Et donc, ce qu'on a essayé de montrer là, c'est à partir de quelle masse on casse des binaires. Et donc, on l'a fait à partir des observations. Et ce qu'on voit, c'est que... Donc là, vous voyez deux courbes gaussiennes à peu près. Vous avez ici les BE, donc les étoiles rapides avec un disque de décrétion. Et ici, vous avez les supergéantes. Et vous voyez que les BE, la vitesse moyenne des BE, c'est 58 km par seconde, après la formation de la supernova. Et la vitesse moyenne des supergéantes, c'est 122 km par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de kick obtenue chez les supergéantes, qui reste en binaire, va jusqu'à 122 km par seconde. Ce qu'il faut retenir surtout, ce n'est pas forcément les chiffres, c'est que plus vous avez une étoile massive, et les O sont plus massives que les B, eh bien plus elle va rester liée. C'est-à-dire que l'autre, à son effondrement, elle part, mais celle-là peut la suivre parce que c'est des objets massifs, donc la force d'attraction gravitationnelle est plus grande. Et donc on montre comme ça qu'il y a une corrélation entre la masse de l'étoile et la vitesse de kick qui va casser ou pas le système binaire. Voilà, donc ça c'est l'un des exemples d'études qu'on peut faire sur les binaires X. Une autre étude, c'est justement en reprenant la même image, la même distribution ici, on peut essayer de regarder quel est l'âge de ces systèmes. Parce qu'en effet, je vous ai dit tout à l'heure, les binaires de grande masse, elles naissent dans des complexes de formation stellaire où il y a beaucoup de gaz, et ce gaz-là donc, va s'effondrer et donner naissance à des objets. Mais ça, en fait, ils ne naissent pas tout le temps comme ça de manière continue. Ils naissent généralement quand il y a une instabilité qui va se propager, qui peut être une supernova qui s'est passée à côté, ou alors l'onde de densité qui se propage dans la galaxie et qui est liée aux bras spiraux. Et en fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait comme travail, c'est qu'on a essayé de voir à quel moment était passée l'onde de densité, et donc à quel moment les étoiles étaient nées. Et ensuite, donc, en remontant dans le passé, ça nous permet de savoir quand est-ce que l'étoile va évoluer assez pour émettre des rayons X. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, ce n'est pas dès le début de la vie d'un système binaire qu'elle émet des rayons X. C'est seulement quand une étoile a évolué, l'une des deux a évolué, qu'elle émet des rayons X. Et donc cette étude-là nous permet aussi de faire presque de l'archéoastronomie, c'est-à-dire de savoir quand est-ce que les étoiles qui sont dans un système binaire sont nées et combien de temps entre leur naissance et l'émission de rayons X. Voilà. Donc je reviens maintenant au disque d'accrétion. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'objet central, le flot accrétant ici. On a un disque keplérien, donc ça tourne à des vitesses keplériennes. On a du champ magnétique puisqu'il y a des électrons qui sont dans cette matière-là. Cette matière-là provient de l'étoile, donc c'est des atomes souvent ionisés, donc qui vont produire un champ magnétique. Et là, on a le jet qui va partir. Alors, la création de ce jet, c'est-à-dire le lien entre l'accrétion et l'éjection, est encore un domaine de recherche actuel très actif. Il y a un modèle qui est plutôt privilégié, qui est basé justement sur le champ magnétique. Donc vous avez l'objet central qui est ici, le disque qui est là, vous avez le vent du disque qui est là, et vous avez donc des lignes de champ qui sont représentées ici, et qui vont en particulier permettre d'emmener de la matière qui provient du disque. Donc au lieu de tomber sur l'étoile à neutrons ou sur le trou noir d'ailleurs, elle va être éjectée et collimée comme ça via des jets qui vont ensuite partir à des vitesses plus ou moins grandes, on va le voir tout à l'heure. Ça marche pour des étoiles à neutrons ou pour des trous noirs. Alors évidemment, la matière, il y a une partie de la matière qui va tomber dans le trou noir,
celle-là on ne la voit plus, et il y a une partie de la matière qui va être éjectée. On estime qu'il y a à peu près 90% qui tombent à l'intérieur et 10% qui sont éjectés. Pour une étoile à neutrons, par contre, comme c'est une surface matérielle, là vous accumulez de la matière. Donc là, ça va provoquer les sursauts qu'on observe sur les étoiles à neutrons. Et d'ailleurs, c'est une signature. Quand on observe une source où on voit un sursaut d'étoiles à neutrons, on sait que c'est une étoile à neutrons. Si on n'en voit pas, on se dit ce sera plutôt un trou noir. Mais on n'a pas de signature claire du trou noir, alors qu'on a des signatures claires de l'étoile à neutrons. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, sur lesquelles on travaille encore. Là, je vous montre, voilà, c'est un autre objet, un trou noir, disque d'accrétion. Vous avez le vent, et là, vous avez la collimation du jet. Donc ça, c'est une image générique pour tous les objets qu'on va étudier. Mais en fait, on voit des disques d'accrétion dans tous les systèmes binaires où il y a de l'accrétion. Donc là, par exemple, c'est les systèmes binaires avec une naine blanche, que vous avez vu dans l'évolution des étoiles. C'est ce qu'on appelle une variable cataclysmique. Donc vous avez une étoile qu'on appelle compagnon, transfert de matière via le point de Lagrange L1, le point chaud, et là vous avez le disque d'accrétion qui ne va pas jusqu'au bout parce qu'il y a un champ magnétique fort de la naine blanche, et donc vous avez une accrétion via les pôles. C'est ce qu'on appelle les polars. Donc c'est un type d'objet avec naine blanche ou une accrétion via les pôles. Et ça, c'est une image, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est une reconstitution de cette accrétion. Donc là, vous avez des vitesses, vous êtes dans le plan du disque ici, là, donc X et Y, et vous voyez ici, il y a le flot d'accrétion que je vous ai montré ici, en fait, il est là. Là, vous avez le point chaud, d'accord, donc c'est ce truc-là, le flot, c'est ça. Là, vous avez le point chaud qui correspond à ici. Et puis après, vous avez donc le disque d'accrétion qui correspond à ce truc-là. Et la naine blanche est au milieu. Donc ça, c'est la reconstitution à partir des données qu'on peut faire qui vous montre. Donc ce n'est pas une imagerie directe, mais c'est une reconstitution à partir des données qui vous montre le flot d'accrétion. On peut aussi représenter la même chose pour les étoiles à neutrons. Donc là, vous avez le disque d'accrétion qui va aller jusque-là. Après, vous avez un rayon magnétosphérique. Donc à partir de là, il y a le champ magnétique qui empêche l'accrétion. Et seulement avec certains paramètres, vous allez pouvoir pénétrer à l'intérieur et vous avez une colonne d'accrétion qui est ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette colonne qui va s'accumuler, on va pouvoir voir des sursauts. Il y aura de la fusion thermonucléaire parce que vous accumulez de la matière vous accumulez beaucoup de matière sur une surface très compacte, qui est la surface de l'étoile à neutrons, et donc vous faites de la fusion thermonucléaire. Donc c'est ça qu'on appelle les bursts thermonucléaires autour des étoiles à neutrons. Alors, j'avais des... je ne sais pas si on entend quelque chose. Non, vous n'allez peut-être rien entendre. Vous entendez un peu ou pas là? Vous entendez? En fait, on a des bursts d'étoiles à neutrons, les pulsars dont a parlé François tout à l'heure. Donc là, c'est un pulsar assez vieux qui tourne en 1.4 Hz, donc 1.4 fois par seconde. Je vous en fais écouter un autre qui est Vela, qui tourne en 11 fois par seconde. Donc ça, c'est déjà rapide. Il faut imaginer une sphère de 10 km qui tourne sur elle-même en 11 fois par seconde. Et je vous en fais écouter un autre qui a un bruit beaucoup moins agréable, qui est celui-là. Ça, c'est 173 fois par seconde. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle un pulsar recyclé. J'arrête parce que c'est vraiment désagréable. Ce pulsar recyclé, c'est justement les pulsars dont parlait François tout à l'heure, c'est-à-dire ces pulsars qui sont dans un système binaire, qui ont reçu de la matière de l'étoile à côté, et ça lui a fourni du moment cinétique, et ça l'a accéléré jusqu'à se tourner. Il ne tourne pas depuis la naissance, depuis sa formation, à 173 fois par seconde. Il a été accéléré par cette accrétion de matière. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'on détecte via plusieurs moyens. Donc ça, c'était les étoiles à neutrons. Et maintenant, je vous montre la représentation de certains disques d'accrétion autour de trous noirs connus, dont Cygnus X1. Vous voyez, Cygnus X1, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le premier trou noir détecté. Vous avez l'étoile supergéante et un disque d'accrétion. Vous voyez que le disque d'accrétion n'est pas très grand par rapport à la supergéante. Et là, vous avez la distance, enfin, vous avez l'échelle de distance, donc Sun-Mercure, Soleil-Mercure. Là, vous avez J1915 plus 105, dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça, c'est une étoile donc de faible masse qui a un trou noir avec un disque d'accrétion qui est très grand par rapport à l'étoile, et ça fait des phénomènes très intéressants. Je vais en reparler. Et puis voilà, vous en avez certains. Ça, c'est à l'échelle, donc vous voyez un petit peu les différentes échelles qu'il y a pour les étoiles et pour les disques d'accrétion.
bon, je pense que vous avez déjà parlé des trous noirs la semaine dernière, en long, en large, en travers. Donc je ne vais peut-être pas redétailler ça. Je voulais juste quand même, je sais que Eric vous a montré ces images-là, qui sont les images obtenues en radio de trous noirs supermassifs, les trous noirs au centre de notre galaxie à droite et les trous noirs de M87 à gauche. Je voulais juste mentionner que pour l'instant, nous, on n'a jamais vu des images de trous noirs, des images directes de trous noirs stellaires. D'accord ? Donc les images de trous noirs supermassifs, on en a 2 en radio, mais jamais des trous noirs stellaires. Par contre, on peut en effet mesurer les masses très précisément. Donc là, vous en avez plusieurs. Des masses pour des systèmes, pour des binaires où il y a une étoile à neutrons et une naine blanche, des binaires étoile à neutrons, étoile à neutrons, des binaires avec une étoile et une étoile à neutrons, et des binaires avec trou noir, trou noir. Et là, on peut observer, pardon, ça c'est trou noir avec, c'est binaire, étoile, compagnon et trou noir. Et là, donc, vous voyez que pour tout ce qui est des étoiles à neutrons, c'est à peu près 1,4 masse solaire, en gros. On monte un peu plus jusqu'à 1,5, par là, 1,6, 1,7. Et par contre, vous voyez que les masses de trous noirs, elles peuvent être diverses. Et là, en fait, le plus massif, c'est 20 masses solaires, c'est Cygnus X1 que je vous montre ici. Voilà. Cygnus X1, c'est 21 fois la masse du Soleil. Donc là, c'est ça. Et la supergéante, elle est très massive. Donc les trous noirs qu'on trouve dans notre Voie lactée ont entre 5 et 20 masses solaires, en gros. Alors, quand on a ces phénomènes d'accrétion, on a aussi, je vous l'ai dit, des phénomènes d'éjection. Et là, je vous montre l'un des systèmes qui est le plus emblématique. C'est le premier microquasar, SS433, découvert à la fin des années 70. Donc là, vous avez l'objet central qui est ici. Et vous avez, donc ça, c'est la même chose que ça. En fait, on ne sait pas ce que c'est que l'objet central. C'est probablement une étoile à neutrons. Vous avez un disque d'accrétion, des jets, et la matière provient de ces étoiles-là. Donc tout ça, là, ça se retrouve ici. Et vous voyez que les jets, ils vont par là. Mais les jets, ils vont pas par là, enfin ils vont par là en ligne droite, mais ils ne restent pas toujours dans la même direction. Parce qu'en fait, il y a une précession. D'accord ? Comme la précession de l'axe d'épaule sur Terre. Là, il y a une précession de ce jet-là qui fait qu'il envoie de la matière un peu partout. Et c'est cette interaction entre l'éjection ici de matière, et il y a des électrons, mais aussi des protons, qui va rentrer en collision avec le supernova, le Raymond supernova qui s'appelle W50 qui est autour, et ça forme cette jolie image qu'on a ici obtenue en radio. Donc voilà, en fait là vous avez le modèle avec l'objet compact, le disque d'accrétion, le jet, et puis vous avez un axe de précession qui est là. Donc là, les données en rayons X peuvent nous permettre de savoir à peu près, peuvent nous permettre de contraindre, ça c'est un travail qu'on vient de publier, peuvent nous permettre de contraindre les différents paramètres géométriques du système. Donc là, je vous ai parlé de microquasars, vous avez peut-être entendu parler de quasars. En fait, les quasars sont différents. Les quasars, c'est des galaxies actives. Vous avez des trous noirs supermassifs avec un disque d'accrétion qui est autour, dont la matière provient du milieu de la galaxie haute, puis vous avez des jets. Et moi, je vous parle des microquasars, donc qui sont, comme leur nom l'indique, plus petits. Vous avez un trou noir, un disque d'accrétion, dont la matière provient de l'étoile à côté, et puis vous avez des jets. Donc évidemment, là, on va avoir des jets qui peuvent partir sur quelques années-lumière. Là, on peut partir sur quelques centaines de milliers d'années-lumière. Et là, vous avez des masses de quelques masses solaires, voire une centaine de masses solaires maximum. Ici, vous avez des masses de quelques millions ou quelques milliards, voire 10 milliards de masses solaires. Donc, ce n'est pas les mêmes objets. Ce qui est intéressant, c'est que l'échelle de temps de la variation qui va se propager autour d'un tel objet est proportionnelle à la masse du trou noir. Ce qui veut dire que vous allez avoir ici des variations de l'ordre de la minute, voire la seconde, alors que là, vous allez avoir les mêmes variations qui vont plutôt être sur l'échelle du mois, voire de l'année. Donc en fait, on peut étudier de façon plus dynamique ces objets. Donc ça, c'est des études qui se complètent. Et je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, là, vous avez des jets sur M87, là, une galaxie active, la même que je vous ai montré, dont je vous ai montré le trou noir tout à l'heure. Ça, c'est un quasar, donc 3C175. Vous voyez l'objet, vous voyez les jets ici. Et là, vous avez un microquasar. Donc ça, c'est dans notre galaxie. Et là, vous en avez un autre, dans notre galaxie aussi. Et celui-là,
c'est GRS 1915 plus 105. GRS 1915 plus 105, donc là c'est la même image ici. GRS 1915 plus 105, c'est le premier microquasar dans lequel on a vu un jet superluminique. C'est-à-dire un jet qui se déplace plus vite que la lumière. Alors personne n'est d'accord, vous avez bien raison, ce n'est pas possible. Cela dit, on appelle quand même ça une source superluminique, mais évidemment, il faut se placer dans le cadre de la relativité restreinte, et à ce moment-là, on montre que le jet se déplace vite, puisqu'il se déplace quand même à 94% de la vitesse de la lumière, mais ça reste en dessous de la vitesse de la lumière. Et par contre, vous, quand vous regardez, là, si vous faites le calcul de son déplacement apparent et le temps qu'il met pour faire ça, eh bien, vous allez voir un déplacement qui est supérieur à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé dans les quasars. Donc là, c'est 320 qu'on observe sur 3 ans, où on a des fois des déplacements qui sont à plusieurs fois la vitesse de la lumière, 6, 7, jusqu'à une dizaine de fois la vitesse de la lumière. Voilà, donc on a plusieurs objets comme ça. Voilà, ça, c'est les vitesses qu'on a sur les microquasars. Vous avez les vitesses apparentes, les vitesses qui sont intrinsèques au système. Et en fait, je voulais vous montrer que ce qui est intéressant, c'est que la vitesse du jet par rapport à la vitesse de libération de l'objet, dont vous avez parlé, je crois, la semaine dernière. Pour les étoiles jeunes, je vais montrer les images sur les étoiles jeunes avec accrétion et éjection. Eh bien, on a des jets qui font quelques centaines de kilomètres par seconde, mais ça correspond à leur vitesse de libération. On a des binaires X qui font quelques dixièmes de vitesse de la lumière, ça correspond aussi à leur vitesse de libération. Les trous noirs, tels que 1915, que je viens de vous montrer, on est quasiment à une fois la vitesse de lumière, ça correspond à la vitesse de libération. Et après, on a les AGN, on a aussi quelque chose qui correspond à leur vitesse de libération. Voilà. Juste pour vous dire que, évidemment, ça c'est la fonction de masse des étoiles, juste pour vous montrer qu'on a beaucoup moins d'étoiles massives que d'étoiles peu massives. Et vu qu'il me reste 5 minutes, il faut quand même que je ne traîne pas trop. Et je voulais quand même vous montrer qu'on a des exemples de binaires qui ont été en interaction à un moment donné, comme je vous l'ai dit, avec cette phase d'enveloppe commune et qui se sont rapprochés. Et là, vous avez deux pulsars, donc c'est un pulsar binaire dont la période, la séparation orbitale va diminuer de 3 mm par orbite, c'est-à-dire à peu près 3,5 mètres par an. Juste pour comparaison, la Terre se rapproche du Soleil de 1 Fermi, un femtomètre par orbite. Et la fusion de cet objet aura lieu dans 300 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la fusion? Je crois que vous l'avez déjà vu en partie. Je vais quand même vous montrer. Une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, vous avez cette fusion pour les trous noirs. Je crois que Éric Gougoulon en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Je vais juste vous rappeler, ça c'est le signal que vous avez dû voir, donc ça c'est le bruit que ça fait. Je voulais juste vous rappeler que quand vous arrivez à la fusion, vous avez les deux trous noirs qui, donc le rayon de Schwarzschild c'est 90 km, ils sont séparés de 350 km, ils font 75 orbites par seconde, c'est-à-dire qu'ils vont entrer en fusion à peu près à la moitié de la vitesse de la lumière. Là, c'est un couple de trous noirs qui était à 36 plus 29 masses solaires et qui a formé un autre trou noir de 62 masses solaires. Donc, vous avez 3 masses solaires qui sont converties en ondes gravitationnelles. Et donc ça, c'est l'événement de trous noirs. Et ce qui est intéressant, en fait, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que là, c'est donc l'événement de trous noirs que je viens de vous montrer. Vous voyez, il y a un événement qui dure à peu près, à la fin, on a eu 1/10 de seconde. Mais on a observé aussi une binaire d'étoiles à neutrons. Donc là, c'est 2 étoiles à neutrons qui ont fusionné. Et vous voyez que là, le temps est beaucoup plus long. C'est de l'ordre de la quarantaine de secondes. Donc en fait, ce qu'on a vu sur les trous noirs, ça correspond à ça. Et cette différence temporelle est liée à la masse des objets. Vu que les trous noirs sont beaucoup plus massifs, eh bien, ils vont émettre beaucoup plus d'ondes gravitationnelles. Et donc, ils vont se rapprocher beaucoup plus vite que les étoiles à neutrons. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que
dans ce système d'étoiles à neutrons, eh bien, en fait, on a détecté, quand ils se sont rencontrés, on a détecté toute la matière qui va se former lors de leur fusion, c'est-à-dire, ici, vous avez des spectres qui vous montrent toute la matière qui va être formée par ce flux de neutrons qui arrive en très grande partie. Et pour moi, la grande avancée dans ces dernières années, grâce à ces détections d'ondes gravitationnelles, c'est de montrer que la majeure partie de la matière des aimants lourds qu'on détecte aujourd'hui dans l'univers, ils sont formés en grande partie par la fusion d'étoiles à neutrons. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas aussi clairement établi jusqu'en 2017, date de la première fusion. Et donc aujourd'hui, avec toutes ces détections que je vais juste rappeler ici, là, on a un autre moyen d'étudier, ça c'est les détections non gravitationnelles, on a un autre moyen d'étudier les binaires à la fin de leur vie. Donc là, je vous rappelle quand même les étoiles à neutrons détectées par la manière que je vous ai détaillée là, dans les binaires X, elles sont là, c'est toutes celles-là. Vous voyez avec des masses qui vont entre 0,9 et 2,1 masses solaires. Et les trous noirs, ils sont ici en rouge avec des masses qui vont entre, là on a 3 à peu près, jusqu'à 21 masses solaires. Et vous voyez que autant, les étoiles à neutrons détectées en ondes gravitationnelles, elles sont en orange, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez qu'en fait, les binaires X nous permettent de détecter beaucoup d'étoiles à neutrons, mais peu de trous noirs. Et les ondes gravitationnelles nous permettent de détecter peu d'étoiles à neutrons, mais beaucoup de trous noirs. Tous les bleus, là, c'est les trous noirs détectés en ondes gravitationnelles. Voilà, et je vais finir là juste en vous montrant qu'on peut faire le lien entre les trous noirs qu'on a détectés dans les binaires X et dans les ondes gravitationnelles avec les trous noirs supermassifs qui sont en fait formés différemment mais qui sont le même objet. C'est ça qui est intéressant, on a la même physique dedans puisqu'on a des trous noirs qui sont donc les trous noirs supermassifs on pense qu'ils peuvent être formés par accrétion, par fusion successive de trous noirs de plus en plus massives qu'on a détectés avec les ondes gravitationnelles. Et voilà, et je crois que je vais finir là parce que j'ai passé mon temps, juste pour vous dire peut-être que voilà, ça c'est ce qu'on a actuellement comme les observatoires d'ondes gravitationnelles avec LIGO ici, Virgo et CaGRA et en construction. Et évidemment, on a d'autres projets qui vont être construits. Et je voulais juste vous montrer ça c'est la courbe, donc là, c'est en fait ce qu'on détecte comme ondes gravitationnelles à différentes fréquences. Et en fait, quelque chose qui est important pour nous, qui étudions les binaires, c'est qu'avec les détecteurs LIGO, Virgo actuels, on détecte les phases, vous avez vu, finales, juste quand ça fusionne. Mais en fait, on a des détecteurs dont LISA, qui vient d'être accepté, ces 3 satellites qui seront lancés en 2034, eh bien, on va détecter des phases beaucoup plus précoces, c'est-à-dire quand les binaires se rapprochent l'une de l'autre bien avant la fusion. Donc ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe pendant toute la vie de cette binaire. Voilà, et je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.